Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui on revient sur l'épisode 6 d'House of the Dragon, premier spin-off de Game of Thrones diffusé sur OCS en France. Ce sixième épisode s'intitule La princesse et la reine. Tout est dit, le conflit qui couve depuis l'épisode pilote est à son comble. Il n'y manque plus qu'une étincelle et quelques personnes pour en attiser le feu, vous verrez, pour que le conflit explose. Comme à leur habitude, HBO nous a offert un épisode grandiose. Beaucoup de choses valent le coup de s'y attarder. J'aurais envie de commencer par ce qui arrive à Laena Velaryon qui tend vraiment à confirmer ce que je pense concernant Daenerys depuis ce dernier épisode catastrophique de Game of Thrones il y a des années. En effet, après les funérailles d'Aemma dans l'épisode 1 qui me laissait déjà y penser, là on confirme ce que je soupçonnais concernant le pouvoir des dragons sur une grossesse. Mais promis, je vais tenter de garder ça pour un autre jour car ce n'est pas le sujet ici. Comme je disais donc, un grand épisode. Toujours cette ambiance sombre lors des conversations les plus intrigantes, la musique dont il n'est même plus la peine de parler et les nouveaux interprètes de Rhaenyra, Alicent, Laenor ou sa sœur qui font une entrée grandiose dans la maison des dragons. En effet, l'épisode précédent ayant été celui de la maturité, du passage à l'âge adulte pour la princesse et la reine notamment, il est logique de faire la connaissance après une ellipse de 10 ans des versions plus âgées des personnages. On dit donc au revoir à Millie Alcock et Emily Carré notamment et un grand merci à elle pour nous avoir offert une première partie de saison aussi sympa. Tout ce qui avait été teasé dans l'épisode 5 prend vie dans celui-ci. La relation de Criston avec la reine et Rhaenyra qui a bien changé comme attendu, ou encore la confirmation au poste de nouveau Littlefinger pour le fils de la main, Larys Fort qui montrera son vrai visage. On en apprend aussi plus sur les dragons, leur élevage, entre guillemets ce ne sont pas des cochons, et surtout on commence à nous donner des infos sur la façon dont les Valyriens apprivoisaient leurs dragons. Encore un bon point pour ancrer le lore de la saga. Avant de poursuivre, pensez à vous abonner et à partager la vidéo, apparemment ça aide YouTube à faire son boulot. Attention aux spoilers si vous n'avez pas encore vu l'épisode, foncez vite le voir et on se revoit après. Tout commence avec un accouchement, celui de Rhaenyra qui donne naissance à son troisième fils. Étant donné que la maternité est un thème important dans cet épisode, ça semble être un bon moyen d'amener cela dès les premières secondes, avec un sound design très évocateur et des plans qui rappellent ceux d'Aemma dans le pilote. Mais Rhaenyra est forte, elle ne périra pas comme sa mère, et elle ira carrément jusqu'à se lever quelques minutes à peine après la bataille pour rendre visite à Alicent qui demande à inspecter l'enfant, comme à chaque naissance apparemment. En effet, on apprend lors de sa longue et douloureuse marche auprès de son mari Laenor que ce n'est pas la première fois apparemment. La relation entre la princesse et son mari a l'air cordiale et même complices de par le partage de leurs secrets et le fait qu'il accepte tant bien que mal ses fils. Même si on se rend compte plus tard que la subtilité concernant son passe-temps secret n'est pas son fort. On le voit en effet chanter ivre avec son ami et même l'enlacer devant n'importe qui. Pas très discret et donc pas étonnant que la reine ou autre se questionne. On découvre alors Sir Criston qui monte la garde devant la porte de la reine, et celui-ci toise la princesse et son mari alors qu'il passe devant lui. Alicent joue alors la surprise et la compassion devant une Rhaenyra au bord de l'agonie mais qui tient le coup à la force de sa volonté. Le roi arrive alors et se réjouit de la nouvelle pendant que sa femme balance une réplique de malade à Laenor, du genre t'inquiète, peut-être que le prochain te ressemblera. Et en plus il ne réagit même pas, autant confirmer. Et c'est alors que l'on rencontre vraiment le papa, Sir Harwin Strong, fils aîné de la main, devenu chef du guet depuis qu'il avait secouru la princesse pendant le mariage. À croire qu'elle prend le titre de protecteur très au sérieux. Vient ensuite une scène nous présentant la nouvelle génération Targaryen dans Fausse Dragon. Une scène très riche qui, en plus de nous donner quelques infos sur le dressage des dragons, nous peint un portrait très efficace de chacun des enfants de la famille royale. Tout d'abord, Aegon, que l'on avait vu fêter son second anniversaire, qui est maintenant un jeune homme, environ 14 ou 15 ans, très Targaryen physiquement, avec ses longs cheveux et sa carrure, très semblable à Rhaegar dans Goth. Aegon qui se moque de son cousin autant que de son frère, un petit con, en plus il rejette la faute plus tard sur les autres alors qu'il est lui-même l'aîné. Son petit frère Aemon lui aussi présentant les traits typiques de sa famille, mais n'a pas de dragon à lui, ce qui le met en position de faiblesse face aux autres, qui lui font bien sentir en se moquant de lui et en lui offrant un cochon ailé. On remarquera également que les deux garçons portent régulièrement du vert dans leur tenue, probablement une volonté de leur mère pour honorer la famille Hightower et surtout bien se différencier du reste de la famille. On a ensuite Jace, Jaehaerys, le fils aîné de Rhaenyra qui ne ressemble effectivement pas aux Targaryens ni aux Velaryon, de même que son frère avec les cheveux bruns. Le fils aîné de la princesse est là pour ce qui semble être une de ses premières interactions avec Vermax, son dragon. En tout cas, une de ses premières tentatives de le dominer afin de le soumettre et de créer ce lien indéfectible qui lie un dragon à son dragonnier. Pour cela, il tente de se faire obéir en donnant des ordres en haut valyrien, mais apparemment ce n'est pas une langue qu'il parle couramment étant donné qu'il a besoin d'un traducteur pour comprendre le vieil homme. Par contre, en bon fanboy qu'il est, il est tout excité à l'idée de demander à son dragon de cracher du feu et de placer un petit Dracarys pour les fans. Après son humiliation, Aemon s'aventure dans les profondeurs de Fausse Dragon et tombe nez à nez avec un dragon adulte qui y réside. Je n'ai pas pu identifier si c'était un dragon que l'on connaissait déjà, mais j'imagine plutôt que c'en est un nouveau avec qui il va se lier plus tard.
Le sujet arrivant également plus tard dans l'épisode, cela semble fort probable. Mais pour le moment, il fuit devant le dragon et retourne pleurer auprès de sa mère au sujet de la blague de mauvais goût de son frère et ses cousins. Dernière mais pas des moindres, Elena, fille d'Alicent qui semble aussi instruite que perchée et que sa mère fait mine d'écouter alors qu'Aemon arrive. Alicent va alors se plaindre auprès du roi qui montre encore qu'il est plus perspicace qu'on ne l'imagine en voyant juste dans le comportement de ses enfants. Mais le vrai problème pour Alicent n'est pas tant que son fils soit une victime, mais plutôt que les instigateurs soient les enfants de Rhaenyra qu'elle souhaite clairement voir désavoués comme bâtards. Décidément, bien qu'elle se soit remise à porter du bleu, sa déclaration de guerre lors du mariage de Rhaenyra et Laenor est toujours en vigueur. Après l'hypocrisie de la première séquence, sa tentative de remonter le roi contre la princesse, la voici maintenant en train de comploter et de se plaindre auprès de Sir Criston Cole. Et ce dernier saisit la chance de dire ce qu'il pense de la princesse et de ses mensonges. J'appréciais beaucoup Criston Cole jusque-là, et j'étais même prêt à comprendre son craquage lors du mariage, mais là, il est juste un mec pathétique qui suit sa nouvelle maîtresse comme un toutou et qui valide tout ce qu'elle dit car il s'est fait jeter par une fille il y a 10 ans. Mec, remets-toi. En plus c'est lui qui a pété un câble et qui l'a quitté. Il aurait pu avoir de beaux bébés s'il était resté. Peut-être qu'il est juste jaloux. Bref, blague à part, alors que Criston se lâche et insulte Rhaenyra, Alicent joue encore d'une posture de noblesse en disant qu'elle espère voir l'honneur et la décence l'emporter. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Surtout quand le monteur nous renvoie directement sur Aegon, son fils, en train de s'astiquer debout et nu à la fenêtre. Bravo l'éducation basée sur l'honneur et la décence. Mais ensuite, alors que Aegon prouve encore qu'il est juste un jeune abruti en renvoyant ses fautes sur des gamins de moins de 10 ans et avec un air idiot, cet idiot ne s'attendait pas à ce que sa mère lui tombe dessus avec ses délires sur la succession qu'elle a donc hérité de son père. Pour moi, c'est à force de vouloir protéger les leurs et cette obsession pour le trône d'Aegon qui sont la cause des tensions grandissantes qui vont mener à la danse des dragons. Mais au final, du dragon ou de l'œuf, vous connaissez le dicton. Viennent alors les séquences concernant Daemon et sa femme Laena, qui chevauche Vhagar, un énorme dragon femelle, à tel point qu'il fait de l'ombre à Daemon sur Caraxes. Vhagar est vieille et massive, on voit de nombreuses traces de bataille sur sa peau. J'ai beaucoup aimé la selle de Laena notamment, faite de cordages de bateaux pour rappeler l'histoire de sa famille. Les passages sur Daemon et sa femme ont soulevé de nombreux sujets palpitants. Déjà, comment se fait-il qu'ils sachent pour le rôle du chef du guet dans la conception des enfants de Rhaenyra alors que ce n'est censé être qu'une rumeur et qu'ils sont depuis des années à Pentos? Si l'information a circulé jusqu'ici, Rhaenyra a plus de soucis à se faire qu'elle ne l'imagine. Daemon et sa famille sont invités à Pentos en tant que protecteurs, leurs 3 dragons faisant d'eux une très puissante famille dont le soutien contre la résurgence de la triarchie leur est indispensable pour se défendre. Les nobles Pentosi vont donc jusqu'à offrir un château et des terres à Daemon, ce qui devient un sujet de dispute avec sa femme qui veut rentrer à Westeros alors que celui-ci préfère demeurer loin de la politique des 7 royaumes. Daemon et Laena ont été très prolifiques, 2 enfants et un 3e en route également, mais Daemon doit être déçu de n'avoir eu que 2 filles pour le moment. Peut-être aura-t-il de la chance avec ce 3e, et peut-être sera-t-il dragonnier, ce qui semble être aussi un point important pour Daemon alors que l'on apprend qu'il ignore sa fille qui n'a pas de dragon, alors qu'on l'a vu enseigner le haut valyrien à sa fille Bella qui elle a un dragon. Cette belle séquence au coin du feu alors que la jeune fille tente encore de faire éclore son œuf après 8 ans est émouvante. On comprend à quel point c'est important dans les familles valyriennes d'avoir un dragon, et encore plus pour Daemon qui ne jure que par la gloire de sa maison. Cette conversation mère-fille est notamment l'occasion de découvrir un petit pan de l'histoire entre Laena et Vhagar, dernier dragon de Valyria qui appartenait à une des 2 sœurs épouses d'Aegon Ier. Celle-ci aurait apprivoisé le plus grand dragon vivant à ce jour à l'âge de 15 ans, alors qu'elle aussi n'avait pas pu faire éclore d'œufs étant enfant. Même si cela aurait été mieux de le voir, peut-être que l'on verra sa fille en faire autant, ou Aemon comme dit précédemment. Plus tard, lors de son accouchement qui fait également écho à celui d'Aemma dans le premier épisode, Daemon est confronté au même choix que Viserys. Bien fait alors qu'il s'était moqué. Mais Daemon, qui nous avait habitués à pire, montre ici son affection pour sa femme car son hésitation est sincère. Et c'est alors que Laena prend son destin en main et va elle-même à la rencontre de Vhagar en lui ordonnant, avec plusieurs Dracarys, de mettre fin à sa vie d'une façon digne pour une dragonnière. Personnellement j'étais genre vas-y souffle, dis-moi que mon intuition était la bonne. Et oui, Vhagar a craché son feu et le corps de Laena, sa dernière dragonnière, est parti en fumée, laissant très probablement son enfant intact au milieu des cendres. Un accouchement par le feu donc, exactement ce qui se serait passé selon moi après le départ de Drogon et Daenerys à la fin de la saison 8. Mais non, j'ai promis de ne pas y revenir dans cette vidéo, alors je continue. Revenons donc à Westeros et sa capitale. Là on retrouve les 4 petits princes lors d'une séance d'entraînement au combat dirigée par Sir Criston, qui bizarrement ne s'intéresse qu'aux enfants de la reine, délaissant l'entraînement des 2 plus jeunes, les enfants de Rhaenyra. Cependant ceci arrive sous les yeux du roi et de sa main qui font mine de ne pas s'en rendre compte, et de Sir Harwin aussi présent qui fait la remarque à Sir Criston. Ce dernier est provoquant et attise le conflit entre les 2 fratries au travers de ses méthodes d'abruti. Un adulte mesquin qui plante des idées néfastes sur de jeunes enfants. Et pire encore, alors qu'Harwin qui tente de s'impliquer dans l'entraînement de ses enfants, à défaut de pouvoir faire autre chose, et les défend contre les méthodes de Cole. Sir Criston le provoque en usant des méthodes de sa nouvelle maîtresse, mais Harwin ne se laisse pas insulter et il passe Sir Criston à tabac.
Cela va faire jaser, et Sir Arwyn, s'étant déshonoré, perd sa place de chef du guet, et son père va même jusqu'à lui passer un savon. Il semble qu'Arwyn soit plutôt honorable, contrairement à son frère, car il tente de défendre le secret de la reine, et c'est ça sa manière d'être honorable. Mais il assumera les conséquences de ses actes. Et la main, Lyonel Strong, ira même jusqu'à tenter de démissionner auprès du roi afin de racheter son honneur et de se libérer de l'influence qu'aura ce secret sur ses futurs conseils. Alors dans cette scène, c'était très drôle. Lyonel ne peut évidemment pas dire pourquoi il veut démissionner, donc le roi refuse. Mais le mieux c'est Alicent, au milieu de tout ça, qui voit son rêve à portée de main et qui tente de lui faire dire ce qu'elle a besoin qu'il dise. Mais elle est si grossièrement évidente que tout de suite elle le refroidit et il ne dit rien. Bien joué, à trop vouloir, elle s'est grillée. Lénore est malheureux à la cour, la mer et les batailles lui manquent. Il relaye les rumeurs du retour de la triarchie dans les degrés de pierre et son enthousiasme à cette idée à la princesse, qui lui coupe immédiatement la chique en lui ordonnant de rester auprès d'elle alors que la tempête arrive. Il fera donc son devoir et demeure auprès de sa femme et ses fils afin d'assurer leur sécurité. Plus tard, lors du conseil, on entend d'abord parler du conflit entre petites maisons. Il me semble même qu'il s'agit des familles dont les jeunes héritiers se sont entretués dans un épisode précédent, et Rhaenyra semble la seule que cela intéresse vraiment. Ensuite, concernant le sujet des degrés de pierre, le roi désespère d'entendre encore parler de ce coin perdu de son royaume. Mais pourtant, il ne fait rien et n'a rien fait pour le sécuriser, comme le lui fait remarquer sa fille, encore une fois très forte, seule contre tous, et surtout la reine. On voit d'ailleurs très bien aujourd'hui que c'est la reine qui détient l'autorité. Le roi n'a presque pas son mot à dire, et c'est Alicent qui décide de la fin des débats. Elle a même le dernier mot face au roi quant à la proposition de Rhaenyra. Proposition que Rhaenyra fait à la fin du conseil. Accompagnée d'excuses envers Alicent pour une quelconque offense, elle propose de marier son fils aîné Jaehaerys à Helaena, la fille du roi et d'Alicent, afin de ne réellement former qu'une seule famille. Elle propose également un superbe cadeau, un œuf de la prochaine portée de Syrax, sa dragonne, pour le prince Aemon. Encore une tentative infructueuse pour Rhaenyra d'assurer une succession pacifique. Preuve que les délires d'Otto qui sont devenus obsessionnels chez Alicent sont sans fondement. Rhaenyra veut à tout prix éviter d'avoir à faire couler le sang pour hériter du trône. Malheureusement, le grand effet que Rhaenyra a voulu donner à sa proposition tombe un peu à l'eau alors que sa condition de femme la rappelle à l'ordre avec une montée de lait. Ce qu'Alicent lui fait remarquer avec une fausse compassion avant de réellement mettre fin au conseil et tentant encore de retourner le roi contre sa fille tout en le dorlotant comme une mère trop protectrice. C'est alors que la main vient présenter sa démission comme évoqué plus tôt. Après le refus du roi et le grand moment de subtilité d'Alicent, Lyonel demande donc au moins à escorter son fils jusqu'à son château d'Arenal où est sa place, et ce afin de l'éloigner de la princesse. Mais ça bien sûr il ne le dit pas. Comme Alicent doit être furieuse d'avoir raté sa chance de voir tous ses espoirs prendre vie en une seule phrase, mais non, c'est raté. Et c'est toute cette frustration qu'elle va déverser devant Larys Fort, le nouveau vilain de Port-Réal, qui attend tranquillement dans ses appartements. Il a même commencé à manger sans entendre la reine. Mais apparemment, qui a la confiance et l'oreille de la reine n'a pas à se conformer aux mêmes usages que le reste du monde. Ainsi commence une conversation aux multiples niveaux de lecture comme on les aime tant dans les séries Game of Thrones. Tous deux se sont vraiment bien trouvés, et les voir se plaindre du manque d'intégrité ou d'objectivité de la main étant donné les circonstances est risible. Les deux pires magouilleurs de la série, tant qu'Otto n'est plus là, qui se plaignent de la partialité de la main. Ce n'était presque pas nécessaire de lui faire dire que son père prendrait évidemment parti pour elle s'il était là, tant l'ironie était drôle. Et donc Larys va faire ce que la reine n'ose pas ordonner. Il va carrément orchestrer l'assassinat de son père et son frère, mais pas sans s'assurer du silence des criminels qui l'engagent. En leur coupant la langue bien sûr. Chose à laquelle la reine va très mal réagir. Bien que soulagée, elle est désormais coupable de ces meurtres qu'elle dit ne pas du tout avoir voulu. Mais c'est là tout le rôle de Larys, comme pouvait être Qyburn pour Cersei. Il exécute sa volonté sans qu'elle ait à se sentir coupable ou responsable. Ainsi, le père biologique des enfants de Rhaenyra s'en est allé. Lors de la scène des adieux, on réalise que malgré le fait qu'il savait tenir son rang, il était présent pour sa famille. Ces adieux émouvants auront aussi suffi à Jaehaerys pour formuler une question qui lui brûlait probablement la bouche depuis longtemps. Est-il un bâtard? Cette question fait office d'électrochoc pour Rhaenyra, qui ne veut pas que ses enfants soient victimes des rumeurs et autres manigances de la cour. La reine ayant refusé sa proposition de mariage, Rhaenyra baisse plus ou moins les bras et laisse Alicent prendre du terrain en emmenant ses enfants en sécurité loin de la cour. 10 points pour la maison Targaryen avec Rhaenyra qui dit à son mari d'emmener son amant avec eux à Père-Dragon. En voix off, on a d'ailleurs une tirade bien cynique de Larys à propos de la futilité d'avoir des enfants sur les images de la famille de Rhaenyra à Père-Dragon et des cadavres que l'on tire du feu tant à Harrenhal qu'à Pentos. Encore une belle conclusion pour cet épisode alors que les griffes de Larys se resserrent sur la reine. Tel est prix qu'il croyait prendre. Voilà, on a fini avec cet épisode palpitant qui tease énormément de choses pour cette deuxième partie de saison, qui sonne presque comme un nouveau pilote avec autant de nouveaux acteurs. Il est vrai d'ailleurs que là où certains ont tant vieilli que l'on a dû changer de cast, d'autres restent absolument les mêmes que précédemment. Moins quelques cheveux pour les plus vieux comme Lyonel, ou alors oui, le roi qui a pris un sacré coup. Mais c'est probablement pour le mieux afin d'éviter de devoir grimer Daemon par exemple pendant tout le reste de la série, ou de sa présence dans la série plutôt, on ne sait jamais avec Martine. Un épisode bien mature donc par ce thème de la maternité si présent, tant au travers du lien délicat entre les deux fratries de princes et princesses, ou au travers du lien forgé avec les dragons par les familles valyriennes. Ce lien spirituel qui reste encore si mystérieux et est autant sujet à théorie pour les fans.
Sur ce, je vous laisse, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, pensez à laisser un petit pouce en partant et lâchez votre avis en commentaire ou encore à me rejoindre sur Twitter pour discuter de théorie. A très vite sur Anakaland. Bye.